Bonjour, je m'appelle Patrick Banmar. C'est le 4 décembre 2010. On est au cœur de Montréal, dans un édifice de l'UQAM, Université de Québec à Montréal. On assiste à une conférence extraordinaire qui s'appelle en anglais Agora. Je pense que c'est la même chose en français. C'est le terme grec pour le marché des idées. À la conférence, aujourd'hui, il y a 400 délégués de partout, de Vancouver, de Boston, de Portland, Oregon. C'est l'ancien exécutif de Metro Portland, M. Michael Burton, qui donne aux délégués sa vision d'une ville nouvelle. Il y a aussi beaucoup de gens du Québec, par exemple des gens comme le directeur général du Conseil régional de l'environnement de Laval, M. Guy Garon, qui parle de la crise de la biodiversité autour de nous et du parc écologique de l'archipel de Montréal. La conférence accomplit la mission de l'IPAM, contribuer à une planification viable pour Montréal et le Grand Montréal. Je vais laisser la chance à tout le monde de parler, je vous remercie. L'Agora, le principal thème de l'Agora est comment planifier l'aménagement de le grand territoire de Montréal, pas seulement la ville de Montréal, mais l'île de Montréal et les régions autour de Montréal. Qu'est-ce que ça comprend, l'aménagement urbain dans ce contexte, dans cette biorégion? Ça, c'est le grand défi devant cette Agora. Et tous les éléments à l'intérieur, les discuter en profondeur. Il y a urgence, vraiment urgence de préserver tout ce qui existe comme milieu naturel. Ça, comme M. Arsenault en a parlé tantôt, il a lu un texte par rapport aux îles et tout ça, comme par exemple l'urgence actuelle, il y en a une, ben, il y en a plusieurs, là, mais l'île Charon, un territoire de plus de 40 terrains de football, et en zone gelé en ce moment par le gouvernement, mais le promoteur veut le développer. Une des choses qu'il faudrait avoir, c'est de mettre de l'avant essentiellement un réseau de milieux naturels. Ce réseau-là de milieux naturels, il faudrait l'intégrer pour que la faune puisse, afin de s'assurer que la biodiversité circule d'un milieu naturel à l'autre, que la faune puisse circuler, il faudrait que le milieu naturel soit interrelié par des corridors. Au fond, ça, c'est ce qu'on appelle une trame verte, en quelque sorte une toile d'araignée d'espaces verts interreliés entre eux, qui peuvent permettre à la faune de circuler, mais qui a aussi d'autres bénéfices très intéressants, comme par exemple de favoriser le transport actif, de favoriser les activités récréatives et touristiques reliées au milieu naturel, reliées aux loisirs de plein air, de favoriser aussi l'agriculture dans le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, parce que quand même, 57% de la superficie de la CMM, c'est du territoire agricole, 49% de l'industrie et de la production agricole du Québec se fait sur le territoire de la CMM, et c'est un élément que dans une vision environnementale verte, dans une vision d'essayer de promouvoir les produits qui viennent de notre communauté, qui sont produits par nos agriculteurs, il faut favoriser ça dans un concept vert. Vous avez mentionné une trame verte. Est-ce que le site Meadowbrook fait partie d'une telle trame verte dans votre esprit? À mon avis, le site Meadowbrook ferait partie définitivement de ça, mais je pense qu'il faudrait qu'on inclue aussi tous les autres sites. On a le parc écologique de l'archipel qui propose toute une multitude de sites. Et ça devrait être intégré au sein d'une trame verte. Et ces milieux-là qui sont proposés comme des sites à protéger dans le parc écologique de l'archipel seraient alors interreliés entre eux par l'entremise de cette trame verte-là de la région métropolitaine. D'abord, merci beaucoup pour les interventions qui commençaient à parler de la justice sociale et de la justice environnementale. Parce que je pense que c'est fondamental dans notre situation qu'on prend tout le monde en considération et qu'on donne accès aux espaces verts à tout le monde et surtout à tous les enfants. Je suis Louise Constantin, je suis membre de l'IPAM, l'Institut de politique alternative de Montréal, qui organise la présente Agora citoyenne sur l'aménagement et le développement de la région métropolitaine de Montréal. Mes antécédents, c'est que je suis membre de mon comité de citoyens et citoyennes de Verdun qui a fondé le FRAPRU et j'ai travaillé plus de 20 ans dans le secteur des coopératives d'habitation. Alors, vous avez fait une intervention que moi j'ai remarqué beaucoup parce que vous avez parlé de la question sociale. Pourriez-vous juste répéter dans une très courte version ce que vous avez dit aux gens?
Oui, bien sûr. En fait, j'ai fait une intervention parce que l'atelier porte sur la prospérité verte. Alors, les intervenants comme M. Pollaise, M. Côté ont parlé en général. M. Côté a souligné le fait que l'entrepreneuriat était faible au Québec. Et moi, j'ai fait ressortir le fait que nous avons une force au Québec qui est l'entrepreneuriat collectif, l'économie sociale, les coopératives et les OSBL, et que parmi les secteurs où cet entrepreneuriat-là s'est distingué, il y a le secteur environnemental. Donc, quand on parle de développement économique et de développement écologique, il faut miser beaucoup et je crois soutenir les entreprises d'économie sociale parce que ce sont elles qui ont été souvent les entreprises innovantes dans ce domaine-là. Et la prospérité, la croissance économique? La croissance économique est souvent, très très souvent associée à la présence des milieux naturels. Donc, si on fait en sorte que notre communauté est attrayante, est intéressante, à ce moment-là, les gens aiment vivre là et les industries aiment s'établir là parce qu'il y a un milieu de vie pour leurs employés. Donc, dire que l'un mène à l'autre, oui, jusqu'à un certain point, mais c'est davantage une interrelation. Une économie bien établie va aider, si c'est bien fait, à protéger les milieux naturels, mais c'est de la même chose aussi de l'autre bord. Si on protège les milieux naturels, on favorise aussi du même fait une économie verte parce qu'on crée un intérêt pour toutes les activités, les bénéfices qui peuvent découler. Qu'est-ce qu'on appelle au fond les services écosystémiques associés à la présence de ces milieux naturels-là. Et vous avez parlé aussi de la justice sociale. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mentionné ça ce matin, mais vous avez certainement donné une importance à cette question. Oui, effectivement. Écoutez, il y a des représentants de comité logement, il y a M. Brisset aussi qui ont parlé de l'importance du logement social. Mais moi, je faisais référence quand même à des affirmations. Par exemple, M. Tremblay, hier, a mentionné que dans les objectifs du plan d'aménagement, il y a le mot solidarité. Là, on veut une métropole solidaire. Monsieur Michael Burton, là, le représentant de Portland, a insisté sur l'importance aussi à accorder à l'équité. Et également, bien, on a rappelé que quand on parle de développement durable, on ne parle pas uniquement de l'économie et de l'environnement, mais on parle du développement social. Alors, sur cette base-là, moi, j'ai donné l'exemple qu'on mise beaucoup. C'est affirmé à plusieurs reprises qu'une façon cohérente de travailler au développement de la région métropolitaine, c'est par la densification, entre autres, des logements. Et j'ai évoqué le fait que la prospérité doit être aussi une prospérité partagée. Donc, à Montréal, il y a une mesure qui est volontaire, qui est suggérée, que lorsqu'il y a des grands développements immobiliers, il y a une mesure où on souhaite qu'on réserve 15 % de logements sociaux et 15 % de logements abordables. Et la justice sociale, monsieur? La justice sociale, je pense qu'à la base, il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir et de regarder où sont les communautés qui ont écopé de tous les problématiques environnementales. Si on regarde les communautés qui ont les dépotoirs, les communautés qui ont les gros des industries, les communautés qui ont les autoroutes, les communautés qui ont les cours de triage, les voies ferroviaires, ces communautés-là écopent de beaucoup de problématiques environnementales, de la pollution, et ainsi de suite, qui découlent de toutes ces choses-là. Associé à ça, il faudrait se dire que pour qu'il y ait un peu de justice environnementale, ces communautés-là devraient avoir accès à des milieux naturels et devraient aussi, en plus de ça, penser à avoir des industries qui sont associées aux technologies vertes. Donc, ils peuvent bénéficier des emplois qui découleraient des technologies vertes, des emplois à caractère environnementaux et de la qualité de vie qui découlerait d'avoir des milieux naturels. Premièrement, il y a trois idées clés fondamentales. Et il y a un lien entre ces trois idées. Un, c'est la justice environnementale. Deux, c'est la question de la justice sociale. Et trois, c'est la démocratie. On ne peut pas séparer les deux. Donc, quand on parle d'une ville durable, une métropole durable, parce qu'on parle de la région métropolitaine, et ça pour la première fois dans une grande assemblée comme aujourd'hui et hier, c'est de faire le lien entre ces trois concepts. On ne peut pas les séparer, ça fait partie de les grands enjeux devant notre société. J'invite mes collègues universitaires à prendre l'espace public,
à s'exprimer, à faire le transfert de connaissances, à influencer l'opinion publique et les acteurs économiques qui auront à influencer la volonté politique. On a des beaux colloques, on se parle entre nous, c'est merveilleux. Allez dans les réseaux sociaux, allez partout, sortez des revues scientifiques, parlez dans les journaux populaires. Faites en sorte que les politiciens vous écoutent et qu'ils fassent en sorte que cette volonté se traduise dans le concret. Merci. Et on a parlé aujourd'hui aussi du déficit démocratique. Pensez-vous que la démocratie est assez essentielle pour faire ces changements-là? La démocratie est fondamentale, numéro uno dans l'agenda de tout changement et toute amélioration de notre société. Si on ne parle pas de ça, on ne parle pas des autres choses. Si on veut une liste d'épicerie que le pouvoir va accepter ou non, on n'avancerait pas, on ne peut pas améliorer la société, on ne peut pas la réformer pour le mieux. Donc, à la base de tout ça, c'est un processus démocratique qu'il faut engager, d'avoir des grands débats publics qui incluent tout le monde, qui est intéressé. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'Agora. L'Agora, c'est quoi? C'est un concept qui vient de très anciens temps. Okay? Et l'Agora était ouvert à tout le monde. Si on se rappelle de l'ancienne Agora. Donc ça, c'est l'idée ici d'avoir un débat démocratique ouvert à tout le monde. Pour travailler essentiellement pour la communauté métropolitaine de Montréal, c'est clair qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse intégrer l'ensemble des préoccupations qu'il y a à faire face aux notions environnementales, aux notions de protection du milieu naturel, de mise en valeur d'une prospérité verte, axée vers divers éléments du milieu, du domaine qui pourraient être considérés verts, qui pourraient être mis en valeur. Moi, j'étais impressionné par le niveau des interventions, mais aussi le besoin d'entendre la voix des gens très ordinaires, des gens dans les quartiers. Est-ce qu'on a une idée de faire peut-être une agora populaire plus tard? Bien, ça sera intéressant de voir quelles sont les inscriptions à cette agora. Il y avait beaucoup de gens qui ont se introduit, je suis telle personne, citoyen de la ville de Montréal, d'une ville de banlieue, de Longueuil, de Laval. Alors, il y avait beaucoup de gens qui sont normalement pas associés avec les grands événements dans la ville de Montréal. Donc, il y a là une grande amélioration. Et la question est, est-ce qu'on a la possibilité de répéter ces agoras à travers la grande région de Montréal? Ça, c'est à voir. Alors, les gens ici, ce matin, ont demandé des propositions, des suggestions. C'est quoi votre suggestion personnelle pour Montréal? Bien, d'abord, pour la grande région de Montréal, ma recommandation, mon exigence est toujours le même que dans la ville de Montréal. On ne peut pas avoir une ville ou une métropole écologique si ce n'est pas une ville démocratique. Et on ne peut pas avoir une vraie métropole démocratique si ce n'est pas une métropole écologique. Point final. OK, merci beaucoup.